Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de podcast et en ce premier épisode de ce début de semaine, mardi matin, si vous nous écoutez dès la sortie du podcast, j'ai le plaisir d'être avec Cédric. Bonjour Cédric. Salut Chris, salut à tous et à toutes, bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité des matchs du week-end. Ouais, bon, Vous avez encore bien profité de la loterie. C'est ça. Plein de surprises ce week-end. Bon, c'est exactement les deux points qu'on va aborder là, dans cette émission avec toi. On va faire un retour sur la loterie draft là, qui a eu lieu donc dimanche début de soirée là, sur les coups de 21h. On va pouvoir revenir un peu sur les gagnants, les perdants, ce qu'on en a un petit peu pensé, tout ça. Possible projection, on verra bien. On fera ça en fin d'émission. Et juste avant, on va se lancer sur nos petites séries là, de playoffs après ce nouveau week-end. Donc, on est sur les demi-finales de conférence. Cédric, je présume que tu as dû voir l'intégralité ou en tout cas la plupart des matchs ou des highlights. Encore un beau week-end. On s'est régalé, ouais. On s'est régalé. Il y a eu plein de comment on dit, les choses ont été remises en place C'est pour ça. beaucoup d'équipes. Et du coup, ça relance toutes les séries et c'est formidable. Il y a un suspense incroyable, c'est une régalade. C'est ça, la dramaturgie NBA est toujours assez impressionnante et sur certaines séries, il y a des points de bascule, on va pouvoir en parler avec toi. Donc on vous rappelle, donc nous on enregistre lundi fin de matinée, début d'après-midi. Pour vous qui nous écoutez mardi matin, donc il y aura des matchs qui auront lieu dans la nuit de mardi à mardi, de lundi à mardi, mais nous évidemment, nous n'avons pas ces résultats-là, donc on va se concentrer sur les séries du samedi et du dimanche, donc du week-end qui viennent se terminer. On va commencer si tu veux avec Boston-Cleveland. Tiens, c'était intéressant. Il y a des choses à évoquer sur cette série, si tu veux bien, Cédric. Je sais pas ce que tu en as pensé. On était sorti d'un match 2 où Boston nous avait refait le coup de perdre à domicile, comme au premier tour contre Miami. Et on attendait de voir alors j'allais dire à la Q Arena, non, c'est plus ce nom-là, mais vous avez compris, à Cleveland, quelle allait être la réaction. Est-ce que Cleveland allait enchaîner sur cette bonne dynamique et pourquoi pas aller un peu surprendre tout le monde en prenant l'avantage dans la série, ou est-ce que Boston allait revenir et revenir de façon un petit peu plus sérieuse? C'est plutôt la deuxième option qui a eu lieu, Cédric, avec un Tatum qui s'est vraiment bien mis en jambe avec 33 points sur ce match 3 là. Tout à fait. Et Jaylen Brown, 28 points. Les Jays ont tapé fort. Malheureusement, ils avaient encore besoin de taper fort et de se remettre dans le bon sens de la marche. Ils adorent perdre le deuxième match apparemment sur ces playoffs. J'ai ma petite théorie, ça permet d'avoir un cinquième match, du coup une billetterie un peu plus importante pour Boston. Ça permettra de payer le contrat de Jaylen Brown de l'année prochaine. Mais ça, c'est une petite joke personnelle. Non, on a toujours besoin de se faire peur. Alors, c'est moins que les autres années, mais voilà, on a toujours cette faculté à être obligé d'être toujours dans le dernier retranchement pour se surpasser. C'est un peu dommage, connaissant Boston et la qualité du jeu et des joueurs qu'on a. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec. Donc, pour nous, supporters, c'est dur à vivre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut non plus à chaque défaite vouloir tout casser et tout brûler. J'aimerais bien aussi que le TD Garden se réveille. J'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance de play-off au TD Garden. J'ai vu des matchs de saison régulière où il y avait plus d'ambiance que sur ces deux matchs-là, et déjà au tour d'avant contre Miami. Donc je sais que les gens attendent les finales, mais pour ceux qui ont la chance d'aller dans une salle, il faut aussi faire du bruit et supporter son équipe du début jusqu'à la fin, et pas partir 5 minutes avant la fin d'un match NBA. C'est la moindre des politesses. C'est ce que j'allais te dire, parce que tu demandes de l'ambiance et j'entends, et tu le dis régulièrement dans les différents épisodes, mais là on avait vu sur ce match 2 où on voyait le public partir. Il y a un côté, je pense que c'est exactement ça, ils attendent les finales NBA, mais il faut déjà faire le travail pour y aller, et on sait que le public a aussi cette place plus ou moins importante quand les matchs sont serrés, quand on s'approche de l'enjeu. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus penser que tout est déjà acquis pour cette équipe-là. Je me place du point de vue des gens qui vont, pour certains, à la salle.
Ouais, Alexandre. carrément. Ouais. Surtout que la série est loin d'être terminée. Hein. Pour l'instant, bon, alors oui, Boston a récupéré l'avantage du terrain, mais Cleveland a aussi des armes et a aussi de quoi répondre et de quoi perturber Boston, surtout en l'absence de Kristaps Porzingis, parce qu'on voit bien que Horford a l'âge qu'il a et que enchaîner des matchs de haut niveau face à des big men un jour sur deux, ça, à force, plus on va avancer dans la série et plus ça va être dur pour lui. Quoi. On avait vu un Evan Mobley qui avait été très bien utilisé sur le match 2 là, sur les différentes phases offensives, ça avait vraiment été intéressant. Même sur le Moi match 3, il a ouais, été ouais, bien bon. sûr. Hein. Ouais. Et C'est juste à un moment, il y a eu une petite alerte au niveau de la cheville. Du coup, il est sorti. mmh Il revient en deuxième mi-temps, mais il n'a pas eu le même impact après. Donc, est-ce que ceci est lié avec des problèmes de santé ou il n'a pas osé, tu vois, tout donner. Mais voilà, Boston a rejoué sérieusement et s'est remis à se faire des passes. Donc, forcément, dès qu'on se fait des passes, tout de suite, tout va mieux. Quand il y a quelques paniers qui rentrent aussi, ça aide, hein, parce qu'on avait vu qu'au match 2, il y avait rien qui rentrait sur des paniers que d'habitude, vous avez rentré toute la saison régulière, tu vois? Des shoots dans le corner, type à Horford, ce genre de gars-là. Là, ça rentrait pas. Tu bon, bah, ça rentre pas, ça rentre pas. Mais, moi, je voulais te demander parce que une sorte d'impression qui se dégage un peu, alors premier tour et aussi au second tour où alors sans, faire offense à Miami ni à Cleveland, l'équipe de Boston est supérieure sur de nombreux aspects. Est-ce que tu as pas cette impression-là que en gros, donc la série du premier tour et celle-là plus particulièrement va se jouer un peu au gré des envies de l'équipe de Boston? C'est-à-dire quand on met les ingrédients, bon, bah, on va gagner quelle que soit l'adversité en face et si par contre tu vois, bah, ah, bah, ça rentre pas, ah, bah, c'est dommage ou alors s'il y a des joueurs qui sont un peu moins dedans dans le mood, bon, bah, on va peut-être, laisser un peu filer. Moi, j'ai un peu cette impression-là qu'en gros, c'est Boston qui a les clés du camion et qui va dire: «Bon, bah, si on a envie de finir en 5, on va finir en 5, mais bon, si on en laisse encore couler un, c'est pas très grave parce qu'on finira quoi qu'il arrive», tu vois? C'est carrément ça. OK. Et c'est extrêmement énervant quand tu es fan de cette équipe. C'est une horreur qu'en fait. Quoi. Mais voilà, c'est pas nouveau, tu vois. Mais ça, tu penses que Euh, ça vient de quoi? C'est un problème dans l'approche mentale des joueurs, du coaching staff? Tu as des explications, toi qui suis, plus particulièrement cette équipe-là, ou il y a pas de raison, particulière? c'est un problème de mentalité des joueurs, en fait, tout OK. simplement. Parce que on a bien vu le coaching staff, il a changé. Enfin, et pour Jason Tatum et Jalen Brown, c'est quelque chose qui les suit depuis qu'ils sont dans la ligue, en fait. Quoi. Donc, Mmh. ça l'est de moins en moins. Il s'améliore au fil des années. Il progresse. Mais pour moi, c'est le gros point faible de Boston, peu importe l'adversaire, en fait. C'est vraiment la façon que tu as de ne pas arriver avec la bave aux lèvres dès le début, dès la première seconde du match, peu importe le match, peu importe l'adversaire, que ce soit en Mmh. saison régulière ou en playoff. Quoi. Y a pas, enfin, voilà, si tu veux être le meilleur, si tu veux être le champion, si tu veux engendrer des bagues, bah, il faut avoir cette rage-là. Quoi. Et malheureusement, cette rage ne s'invente pas et tu peux pas la travailler vraiment. En fait, c'est quelque chose que tu as plus en toi, c'est plus de l'inné, quoi, en fait, tu vois. Quand tu vois par exemple un Anthony Edwards de l'autre côté, on voit tout de suite que lui, il a la rage en lui. Quoi, tu vois, il a le feu qui brûle. Quoi, donc, Est-ce que, tu sais, il y a vu le trade là de Marcus Smart, tu sais, autour de Drew Holiday, tout ça, donc il y a un vrai apport, sur plein d'aspects pour, le nouveau joueur des Celtics, mais on avait beaucoup parlé autour de Smart, de son côté, le chien galeux là qui va tout le temps, motiver les troupes et cetera et cetera. Est-ce que déjà toi, c'était quelque chose que tu ressentais quand il était là? Et si oui, est-ce que tu as cette impression qu'il manque ce joueur-là pour, leur dire: «Hey les gars, on y va, on y va de la première à la 48e minute», tu vois? bah, en fait, tu peux pas avoir un gars. Enfin, faut que ça vienne de tes leaders, quoi. Tu vois, donc faut que ça vienne de ton franchise player, Jason Tatum, ou faut que ça vienne de son lieutenant, Jalen Brown, quoi. Pour moi, c'est à eux deux qui doivent motiver et porter leur équipe. Marcus Smart a été là pour les guider dans leur jeunesse. Mmh. Les histoires de transfert ont fait qu'on était obligé de se séparer de Marcus Smart. On a récupéré Kristaps Porzingis, qui était un choix du coach et un besoin in the paint pour varier notre jeu. Et il nous apporter des choses que Marcus Smart ne peut pas nous apporter.
Donc voilà, c'est un choix qui a été assumé et qui nous a porté qui a été bénéfique quand même sur toute la saison. On voit bien dès qu'il y a Kristaps dans l'effectif, le jeu de Boston est différent. On le voit bien là sur cette série, on retombe un peu dans nos travers du passé parce que Kristaps n'est plus là aussi, n'est pas là aussi, quoi. Donc c'est au Jet d'être maintenant, de suivre l'exemple. Ils ont été formés sous Marcus Smart, donc ils savent ce qu'il faut. Ils ont alors Ford aussi à côté d'eux qui est là, qui a l'expérience. Il y a Giroud qui est là, qui connaît le chemin pour aller avoir la bague. Donc non, il n'y a aucune excuse. On peut pas. C'est comme dire ça aurait été mieux si on avait mis Udoka sur le banc. Enfin, il y a un moment, il faut tourner la page. Voilà, c'est vrai, c'est des grands joueurs, des grands coachs qu'on a eus et qu'on respecte et qu'on remercie pour ce qu'ils nous ont apporté. Il y a des choix qui ont été faits et il faut vivre avec et il faut regarder devant. Enfin, tu vois, tu vas pas dès qu'il y a un petit coup de Trafalgar dire mais c'est parce qu'il n'y avait pas Rob Williams, c'est parce qu'il n'y avait pas Marcus Oui, Smart, chercher des excuses c'est à parce chaque qu'il n'y a fois. pas Kyrie Irving, c'est parce qu'il n'y a pas Gordon Hayward. Enfin, tu vois, vite, il faut ressortir Paul Pierce et Kevin Garnett formol. Enfin, non, il y a un moment, c'est à eux, c'est à ceux qui sont là, Bien sûr. ceux qui sont sur le terrain, c'est à eux de montrer qu'ils ont le niveau de leur ambition parce que c'est eux qui veulent être champions, c'est pas nous. Donc, nous, on aimerait bien que. Moi, personnellement, j'aimerais bien que Boston soit champion, mais peu importe qui est sur le terrain. Enfin, c'est une question de fans et de franchise, quoi. Mais, donc, si eux, ils veulent vraiment être champions, si eux, ils veulent vraiment rentrer au Hall of Fame et être tout en haut des meilleurs joueurs NBA, il est temps, en fait. Il est temps parce que derrière, la jeunesse arrive et la concurrence va être de plus en plus dure pour les années à venir, quoi. On est d'accord. Voilà, on va parler un petit peu de Cleveland quand même. Dans ce match 3, là, on avait eu un Donovan Mitchell un peu trop seul quand même. Il a mis 33 des 93 points de l'équipe. Donc, quand tu as un seul joueur qui met un tiers des points de l'équipe, c'est un peu compliqué. Garland, Max Strus, Evan Mobley, Isaac Okoro, c'était 3 sur 17 longue distance. On a cette impression aussi que voilà, si donc on attend d'un Mitchell qui fasse son match évidemment en tant que leader, mais c'est vrai que si autour il n'y a pas la réussite d'un Strus, un très bon match de Mobley, des points d'impact de Garland, on a l'impression que Cleveland, on ne sait pas trop où ça va aller. En fait, on revient, on en avait parlé plusieurs fois, Cédric, ensemble. On a des gros doutes autour de cette équipe-là, de l'alchimie d'équipe, des choix tactiques de Bickerstaff. Bon, ils ont eu cette réussite au match 2 et tant mieux pour eux, ils ne sont pas sweepés, mais bon, est-ce qu'ils vont réussir à aller en attraper un autre? On en revient toujours au même problème. Pour moi, c'est sûr. le coach qui n'arrive pas à générer quelque chose et Garland qui est pas à son niveau depuis les playoffs et surtout sur cette série, quoi. Enfin, 14, il y a 15 points. des choix complètement bizarres, des pertes de balles, des mauvaises passes, sans parler même de réussite au shoot, tu vois, même dans l'impact. C'est un meneur de jeu, c'est lui qui doit mener l'équipe, c'est lui qui doit guider ses joueurs, c'est lui qui. Et malheureusement, c'est plus Donovan qui est obligé de le faire. On l'a vu au match 2, c'est Donovan qui a porté l'équipe, qui a toujours aimé, de toute façon, dès que c'est les playoffs, il a toujours été bon. Donc c'est dommage parce que ils ont quand même, ils ont des jeunes joueurs, ils sont pas, le projet est quand même bien. Et après, il y a aussi l'absence de Jarrett Allen, du coup, qui fait que les rotations, tu vois, quand tu te retrouves avec Tristan Thompson et Marcus Morris sur le terrain, forcément, c'est un peu plus dur pour Cleveland, quoi. Et du coup, forcément, Donovan est obligé de faire un peu plus, quoi. Mais Tristan Thompson en 2016, c'était bien. 2024, plus compliqué. c'est ça. Et pourtant, il fait des bons passages. C'est pas pour c'est pas sûr. une chèvre non plus. Mais voilà, il a l'âge qu'il a, il a l'usure des années qu'il a déjà joué dans la ligue, qui sont sur ses épaules. Donc, on peut pas lui demander monts et merveilles, quoi, en fait, quoi. Non, clairement. Bon, donc match 4 qui aura eu lieu donc pour vous dans la nuit de lundi à mardi. Donc on verra est-ce que Cleveland reviendra dans la série ou Boston aura fait le break. Mais voilà, donc nous en tout cas, on en était au match 3 lors de cette série. On enchaîne, tiens, Cédric, quelle autre série tu veux qu'on aborde? On n'est pas obligé d'aborder les 4 séries nécessairement parce qu'on va aussi parler de la loterie. Mais si tu veux faire un point sur une série en particulier. Le retour de Denver
le retour du champion. Allez, on y va. Cette série est vraiment extraordinaire. On pensait que Denver était au fond du trou. Et puis finalement, Denver a été à Minnesota et a remporté 2 matchs. Bah, c'est ça. Et surtout le dernier avec la manière, avec des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis le début de la série. Je pense surtout à Aaron Gordon qui nous fait un match extraordinaire. Il finit à 100% presque au shoot. Ouais. Et pourtant, une variation de shoot à 3, à 2, à mi-distance, au dunk. Enfin, voilà, il n'a pas mis tout le temps que le même style de shoot, quoi. Une variation. Donc, on a eu une vraie réponse en fait du champion parce que c'est vrai qu'on était sortis un petit peu tous choqués, le terme est peut-être un petit peu fort, mais abasourdis du 0-2 pour Minnesota en sortie des 2 premiers ouais, matchs contre choqué, Colorado. ouais, si, Ouais, choqué. et c'est vrai qu'on attendait déjà de ce match 3 une réponse de Denver qui a eu lieu. Ils ont vraiment, il y a eu un blowout dans ce match 3, 117-90, avec une vraie réponse du champion et une défense de Minnesota qu'on avait louée depuis le début de la saison régulière et dans ces 2 premiers matchs, qui était un peu moins présente dans ce match 3. Match 4 là, qui a eu lieu donc dans la nuit de dimanche à lundi. Pour avoir pu regarder de très très larges extraits, il y a vraiment eu une intensité folle du début à la fin. Alors Minnesota a beaucoup râlé auprès de l'arbitrage aussi dans ce match-là, parfois à juste titre, parfois un peu plus discutable, mais ça a beaucoup râlé, beaucoup trop râlé à mon goût. Gordon, t'en as parlé, 27 points, 11 sur 12, incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'impact de Jamal Murray. Bon, première mi-temps, encore une fois, pas terrible pour Jamal, mais il va planter un buzzer à la fin de la première mi-temps là, sur une relance de balle Ouais. ridicule de Minnesota, là, juste à côté du commentateur qui voilà, était en live. Ouais. c'est ça, donc du port-terrain, là, un petit peu derrière la ligne médiane. Et en fait, j'ai eu l'impression, parce que quand tu enchaînes derrière sur le troisième carton, il va mettre 16 ou 17 points, je crois, et les premiers, il va vraiment les rentrer de façon très enchaînée. Et il a fait du bien à cette équipe de Minnesota, non, de Denver à ce moment-là. Je trouve que vraiment, voilà, Denver a montré, on est les champions, on va montrer que aller gagner 2 fois Minnesota chez une des meilleures équipes de la saison régulière, ça nous fait pas peur, et ils l'ont prouvé avec un Nikola Jokic aussi là dans ce match 4 en particulier, surtout en première mi-temps, au quatrième quart-temps aussi, mais en première mi-temps, quel chantier de la part du triple MVP là, moi ça m'a vraiment impressionné. Sa palette de jeu, on la connaît, mais à chaque fois elle nous surprend, et on a les yeux ébahis devant ce qu'il peut nous proposer, tu vois. Bah, il n'est pas MVP pour rien, c'est bien, ça justifie un petit peu, alors qu'il a son trophée sur 2 défaites. C'est vrai, Là, c'est vrai. ça remet un peu les pendules à l'heure, donc c'est très bien. J'ai bien aimé aussi l'apport du banc de Denver. Tu vois, le frère Holiday, là, Ouais. je me demandais pourquoi il était là, mais en fait, sur la série, il est régulier à 3 points. Enfin, tu vois, il apporte, quoi. Brown, le petit rookie qui apporte aussi, enfin, le sophomore maintenant qui Ouais. apporte aussi. Voilà, c'est des petits apports que, tu sais, on se demandait sur les 2 premiers matchs. Ah, mais Denver, ils ont quand même perdu beaucoup à l'intersaison sur leur banc. Oui. Ils n'ont pas cette richesse, cette profondeur qu'ils avaient l'année dernière. Et ben là, ils ont prouvé que si, en fait. Et puis, voilà, Denver, pour moi, c'est un rouleau compresseur, quoi. Enfin, va falloir être très fort pour les battre. Mais Minnesota a de quoi répondre. Enfin, je veux dire, la série est loin d'être finie. Il y a 2-2. Voilà, ça va être une série en 3 matchs. 2 matchs à Denver. C'est ça. Mais Minnesota a les armes pour passer aussi. Donc, moi, j'ai très hâte de voir la suite. Parce que ça va être vraiment des matchs de feu et on va se régaler. Et ça fait plaisir parce qu'il y a d'autres séries où on ne se fait pas très plaisir quand même. Mais ça, juste pour finir là, autour de Minnesota, moi, c'est l'impression que j'ai eu en regardant le 4, là, le match 4, où vous savez, ce côté, en fait, Minnesota est très fort, mais là, ils ont un adversaire encore plus fort, tu vois. C'est vraiment, tu sais, comme tu as 2 gros monstres qui s'affrontent, tu as Godzilla contre Kong, et tu en as un qui est plus fort que l'autre à un moment T, et qui va aller mettre l'hypercute supplémentaire, mais ça n'empêche que sur le match d'après, peut-être que si Minnesota remet les ingrédients, et que du côté de Denver, tu n'as pas un Gordon à 11 sur 12, et que Jokic est un petit peu plus est un peu mieux défendu, ou en tout cas avec moins de réussite,
Si t'as pas un Karl Anthony Towns qui fait 3 ou 4 fautes bêtement, rapidement, enfin tu vois, et qui se fait sortir du match, et qui nous plante 20 ou 30 points parce qu'il en a largement les capacités sur le prochain match, ça, tu vois, ça relance Ah complètement oui, le oui. truc, quoi. Karl Anthony Towns, il est à 1 sur 10 en première mi-temps dans ce match 4, donc je crois que c'est son pire pourcentage en carrière. Moi, juste, alors, petit aparté rapidement sur cette série-là, parce que on a vu Rudy Gobert qui a récupéré son titre, 4e titre de Depoy, là, c'était dans la salle directement, donc plutôt bien pour pouvoir fêter ça avec son public. Et j'ai pu voir là, donc nous quand on tourne lundi, le matin, le lendemain du match, Nikola Jokic a encore fait une masterpiece, une masterclass à Rudy Gobert, etc., etc. Moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais que Rudy, quand même, il fait son taf, tu vois, globalement. Alors oui, bah, tu peux pas limiter Jokic non plus à 7 points, 2 rebonds et une passe, tu vois. Le mec, il est triple MVP, il a gagné 4 MVP sur les 4 dernières années, 3 MVP de saison régulière, un MVP des finales. Donc tu as quand même un monstre en face. Moi, je trouve que Gobert, il fait pas tâche, il est plutôt intéressant dans son duel. Moi, j'ai vu plusieurs confrontations là dans ce match 4 où il n'a pas à rougir, notre Français. Alors après, voilà, tu peux pas empêcher Jokic de marquer ou de faire des passes, mais je trouve que le côté on dézingue Rudy trop facilement et il se fait manger par Nico Jokic. Moi, je nuance. Je trouve quand même qu'il n'est pas. C'était une des questions que j'avais sur cette match-up-là, de voir comment Rudy allait pouvoir impacter avec sa défense autour de Jokic. Et je trouve qu'il se débrouille plutôt correctement et que, en tout cas, le saut de critique qu'il a sont, encore une fois, autour de Rudy exagérés. Mais c'est dès qu'il y a une défaite, de toute façon, il y a un flot de critiques, Ouais, peu oui, importe oui. l'équipe et peu importe les joueurs. C'est vrai que Rudy est à son maximum. Voilà, il donne tout ce qu'il a. Là où Jokic, lui, a encore une panel de progression et d'adaptation en fait à ce que l'adversaire lui propose. Et on l'a bien vu, la différence entre les 2 premiers matchs et les 2 matchs d'après, c'est que voilà, Jokic a étudié la défense de Minnesota et sur les matchs 3 et 4, il leur a montré que bah, pas de problème, voilà, tu m'as posé des problèmes sur les 2 premiers matchs, mais moi j'arrive toujours à trouver des solutions, peu importe ce que tu vas me mettre en face. Mais c'est pas pour autant qu'en face c'est une défense de merde et que Rudy est un pantin. Enfin, tu vois, C'est ça. faut Non, mais juste, oui, voilà. C'est la fameuse nuance qu'on a un petit peu perdue, je trouve. Tu vois. c'est ça. Mais c'est les playoffs, on est dans le feu de l'action, enfin, tu vois, il y a ça aussi qui s'enchaîne, mais il y a vraiment de nos jours une faculté à dézinguer une équipe dès qu'elle fait un mauvais match. Je suis bien placé pour le savoir à Boston. Et que voilà, on regarde le flow que se prend Tom Thibodeau en ce moment à New York. Ouais. Je pense pas qu'il n'a pas toutes les responsabilités non plus, quoi. Enfin, Ouais. Bon, voilà, en tout cas, c'est un fait, il faut faire avec dans la société d'aujourd'hui. Mais voilà, c'était quand même à souligner pour notre Rudy national, 4 fois défenseur de l'année. Alors, on balaye un petit peu rapidement. Tiens, New York, Indiana, si tu veux, Cédric, avec cette équipe d'Indiana qui revient à 2 partout dans la série, avec un blowout absolu dimanche. Magnifique, hein, c'était pour nous le match de 21h30. Tu te dis, on va avoir un bon match de une l'Est. purge. Et Oh là c'était là là une là 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 catastrophe là. dès le début. Il ne fallait pas rater le premier quart-temps où vraiment Indiana était à 70% de réussite, je crois, au shoot, et New York n'y était pas du tout. On a cette impression, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, je te lance là-dessus. Est-ce que New York commence pas vraiment à payer toutes les absences là? C'est ça, c'est exactement ça. C'est les blessures, c'est les 48 minutes. C'est bien hein, de jouer 48 minutes, c'est super. Tu fais la une, tu fais le malin devant la caméra, mais au bout de 3, 4, un premier tour, un deuxième tour, c'est les playoffs, hein, tu vois, c'est pas la saison régulière, tu peux pas te reposer. Enfin, et en face, c'est du haut niveau. Donc, l'attaque du Indiana, la façon dont Indiana cavale, forcément, ça va épuiser les New-Yorkais. Tu vois, faut qu'il y ait un minimum de rotation. Et oui, les absents, bien entendu. Il leur manque 3 titulaires quand même, quoi, à New York, quoi. C'est pas un détail, quoi, tu vois. C'est pas juste un joueur, quoi. C'est 3 titulaires, quoi. On a Et eu peur pour. pas des manchots, quoi. C'est ça, on a eu peur pour Hartenstein à un moment aussi dans le match là, qui retombe très mal. Là, il se tient le genou. Bon, après, ça avait l'air d'aller. Mais en fait, c'est vrai que. Et même Brunson, hein, excuse-moi de te Oui. couper, mais même Oui. Brunson n'est pas à 100%. Hein. Depuis 2 matchs, il doit avoir des douleurs. Hein, donc,
C'est ça. Mais en tout cas, après, c'est vrai qu'on le dit pour d'autres joueurs, on en a parlé, on en parlera peut-être autour de Luka Doncic. On sait que les joueurs doivent, ils sont blessés à tout moment de la saison et que voilà, tu as des bobos partout. Mais c'est vrai que pour New York, tu as une accumulation, déjà dans un effectif extrêmement resserré, mais ça, c'est le jeu que propose Thibodeau. Mais là, en fait, il est presque pris à son propre piège où, en fait, il a quasi plus aucune solution. Euh, et c'est vrai qu'on se dit, Indiana a peut-être vraiment un coup à faire. Ils étaient sortis de New York à 0-2. On se dit, oh là là, New York va nous refaire le coup du premier tour avec cette dynamique, cette défense incroyable. Là, Indiana a remis les pendules à l'heure. Il reste donc, tout va jouer sur 3 matchs, dont 2 à New York. Mais bon, on sait que les Pacers sont capables de faire un match, un Haliburton game au Madison ou un Siakam game, par exemple. Mais moi, je trouve que la dramaturgie, en parlant au début d'émission, pour New York est vraiment attention que ce soit pas terrible parce que dans le match 3, à 20 secondes de la fin, là, tu étais à égalité, il y avait quoi, 106 partout, je crois, avant que tu te prennes le Ouais, shoot de Nembhard, là, tu sais, le shoot de sa vie à ce mec-là. Tant mieux pour lui et tant mieux pour Indiana, mais tu étais pas loin d'aller faire le vrai break, tu vois, ouais, ouais. de mener 3-0. Tu perds le match et après tu te prends un blowout terrible au match 4. Alors chaque match a sa vérité, mais tu étais à 20 secondes du 3-0 et en fait tu te retrouves maintenant à 2-2. Mais est-ce que le blowout, c'était pas aussi une façon de, toi, si on met pas tous les ingrédients et qu'on se donne pas à 110%, parce que New York, ils ont besoin de se donner à Oui, 110% pour vraiment se surpasser, est-ce que ça leur a permis pas aussi de souffler, tu vois, peut-être. de récupérer et de revenir pour le match 5 à domicile avec le soutien de leur public dans leur salle mythique, tu vois, pour remettre aussi les pendules à l'heure. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, ouais. Après, dans ces cas-là, Thibodeau aurait pu beaucoup plus rapidement lâcher le match, tu vois, et laisser des Brunson, Ouais, des Hart, des DiVincenzo sur le banc. Et bon, bah, tu te dis perdu pour perdu, bah, je fais jouer les autres. Peut-être qu'ils ne seront pas du tout réutilisés de la série, mais à la limite, t'es pas à l'abri d'avoir un mec qui sort du banc, qui va jouer une mi-temps entière ou le quatrième quart-temps plus la moitié du troisième, et qui peut t'apporter des trucs. Et tu te dis, bon, bah, pourquoi pas l'intégrer dans une rotation plus traditionnelle pour le match 5, tu vois. Mais je trouvais que Thibodeau, il aurait peut-être dû quand même dire bon bah voilà, drapeau blanc, tant pis pour celui-là, et comme tu dis, on va retourner à la maison et on aura peut-être reposé les cadres. Bon, on verra quelle vérité sera là, mais est-ce que du coup tu penses quand même que New York peut prendre cette série, ou alors les Pacers là ont vraiment le mood en leur faveur? non, je pense que c'est pas fini du tout. Mhm. Les deux équipes sont en place pour remporter la série. Ils ont chacune leurs arguments. On va suivre les injury reports de près du côté de New York. Je ne sais pas trop la gravité d'un OG Anunoby, par exemple, à voir. Mhm. Mais non, non, c'est loin d'être fini. Il va y avoir des nouveaux épisodes et tant mieux. Et je vois bien une petite série en 7 pour le plaisir, quoi. Non mais c'est vrai, ça pourrait être sympa, toujours à New York. La dernière série, tiens, comme ça on les aura toutes balayées, donc entre OKC et Dallas, donc nous on s'est arrêté au match 3. Vous aurez eu le match 4 dans la nuit de lundi à mardi, toujours à Dallas. Les Mavericks qui, pour nous à l'heure actuelle, donc mènent 2-1 dans la série. Euh, Vraiment une série, on s'attendait à avoir une série un peu ping-pong. Tu gagnes, je gagne, tu gagnes, je gagne. Tu vois, on voyait pas une série avec un blowout, avec une équipe beaucoup plus dominante qu'une autre. Et voilà, on a une série qui est plutôt intéressante avec des joueurs stars qui montrent le bout de leur nez, et ouais, voilà, une série plutôt globalement intéressante à suivre entre deux équipes avec des atouts des deux côtés, tu vois. Et un PG Washington qui marche sur l'eau Depuis 2 matchs, depuis, c'est vrai. depuis ouais. Donc, c'est vraiment la révélation pour l'instant de ces playoffs, lui qui avait jamais atteint ce niveau-là de compétition. Mhm. Ça fait plaisir à voir. Il a un charisme, ça apporte, ça fait du bien, comme quoi Dallas a bien fait d'aller le chercher. Oui. Après, Oklahoma n'a pas dit son dernier mot. Je pense que malgré, c'est vrai que Dallas est sur 2 victoires de suite. Oui. Je vois bien Oklahoma aller chercher la victoire à Dallas, donc dans la nuit De lundi à mardi, hier, là. pas pour Ouais, vous. voilà, c'est ça. On verra si je me suis trompé ou pas. Mais voilà, je pense que cette série est loin d'être finie aussi, quoi.
Non, clairement, clairement. À surveiller, tu parlais de l'injury report pour New York, à surveiller aussi Luka, hein, parce qu'on a vu, il y a eu des vidéos qui sont sorties là, où, dans les travées de la salle, où tu voyais Luka qui était vraiment, où il avait du mal à marcher sur la sortie. Donc, on sait que voilà, il est blessé, comme on disait tout à l'heure, à ce moment-là des playoffs, tu peux pas être à 100%, mais à surveiller quand même, à guetter. On sait très bien que voilà, avec ou sans Luka, j'enfonce une porte ouverte, mais t'es pas du tout sur la même série. Donc ça va être intéressant à suivre, mais c'est vrai que ouais, Gafford, tu fais bien de le souligner. Le pari de la trade deadline, rien que sur ces deux matchs-là, déjà, tu te dis ok, on a bien fait de le ramener parce que bah, c'est vraiment un game changer pour le coup. Ouais, ils ont vraiment ils ont récupéré deux joueurs Mm. qu'il leur fallait, en fait, tu vois. Donc, Gafford, Washington, c'est vraiment pari gagné pour Dallas. Mais oui, oui, juste après, c'est vrai que je te rejoins sur le Thunder, hein, voilà, ils ont perdu deux matchs là, en tout cas avant le match 4. Ils sont tout à fait capables d'aller en récupérer un à Dallas. Et à la limite, même en étant mené 3-1, tu vois, si on part du principe que la Dallas gagne le match 4, alors ça va s'avérer plus compliqué d'un coup, mais tu retournes à la maison, tu te dois d'aller prendre le match à la maison pour recoller. Après, sur un coup de dé, ça peut le faire. Donc, c'est une série qui risque encore de durer, en tout cas, on espère, parce qu'il y a des joueurs de calibre MVP qui ne le sont pas officiellement, mais qui sont de calibre MVP C'est ça. dans cette série. Donc, Il y a le intéressant. podium, le reste du podium Ouais, c'est ça, les sur le autres, terrain. les autres, voilà, qui jouent du côté de cette série entre Dallas et le Thunder. Bon, voilà pour le petit balayage de ces quatre séries qui se poursuivent toute la semaine, évidemment, et qu'on va suivre avec grand intérêt. On passe un peu à la loterie pick chez les losers, les mauvaises équipes là, de la saison là, qui ont eu leur moment de gloire hier soir. Pas hier Les soir, gagnants et dimanche. les perdants de la loterie. C'est ça, alors vous avez pu suivre ça. Il y a eu des articles qui sont sortis sur The Free Agent, sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez l'essentiel. Donc on vous rappelle les Hawks, hein, qui récupèrent le premier pick. Ils avaient eu 3% de chance de le récupérer. Bravo Atlanta pour ce joli coup de Trafalgar. Euh, Juste sur Atlanta, avant de pouvoir voir pour les autres équipes. Bon, on s'y attendait pas, évidemment, cette équipe des Hawks, premier choix. C'est évidemment une bonne nouvelle pour cette franchise qui est dans un marasme depuis quelques années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric? Alors, on a lu un petit que normalement ce pic-là n'était pas envisagé comme un possible trade, mais on sait aussi qu'il y a des questionnements autour de Dejounte Murray, de Trae Young. Ton avis un petit peu sur tout ça là? Bah, mon avis déjà général, c'est que merci la loterie de remettre les pendules à l'heure. La reconstruction par la draft n'est pas un gain de sécurité et de win absolu. C'est pas parce que tu as le pire bilan de la ligue que tu vas être bien placé à la draft. Dédicace aux Detroit Pistons qui, depuis 3 ans, ont le pire bilan de la ligue et finissent depuis 3 ans à la 5e place. Et comme quoi, avec une équipe qui fait le playing, tu peux être le first pick. Donc, moi, je trouve ça bien, ça rassure, peut-être ça va motiver les équipes à arrêter de détruire leurs équipes pour absolument être la meilleure placée pour la loterie, Mhm. parce que bah, tu gagnes pas à chaque fois, quoi. Et ça reste une loterie, c'est des boules qui tournent dans un gros cercle et c'est tiré au sort. Donc voilà, déjà ça me fait plaisir. Ça permettra peut-être d'avoir des équipes un peu plus compétitives dans le bas du tableau. Donc bravo à Atlanta. Maintenant, comme tu disais, ils n'avaient que 3% de chance. Donc forcément, ils s'y attendaient pas. Donc forcément, ils n'ont pas un plan prédéfini. Là, ce matin, ils vont te dire, Ouais. voilà, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va faire. On sait que Trae Young et Dejounte Murray sont transférables. Maintenant, peut-être qu'ils vont en garder un des deux, peut-être qu'ils vont, tu vois, ça va dépendre aussi de ce qu'ils vont en avoir en échange. Bien sûr. Mais c'est pas un first pick et c'est pas le niveau de la draft de cette année qui te permet de reconstruire une franchise non plus. Non, t'as pas de Victor Wembanyama tous les ans. Voilà, donc je pense qu'ils ont plutôt intérêt à garder une ossature, à garder des bons joueurs ou à en récupérer, enfin, tu vois, Mhm. et à ajouter ce jeune first pick dans leur effectif pour continuer à avancer parce que
Ils ont eux aussi déjà des bons joueurs, des joueurs qui n'ont pas 35 ans, à part Capella. Ouais. Donc le projet continue, quoi. Et pour eux, c'est un sacré coup de pouce, quoi. Ah bah là, clairement, oui, comme tu dis, s'y attendait pas. Donc il faut un peu peut-être revoir les plans, mais dans le bon sens normalement. Voilà, Tu vois. là, ils ont la possibilité de faire quelque chose de bien et de nouveau être compétitif dès l'année prochaine, en fait. Ouais. C'est ça. Donc on va pouvoir observer les mouvements autour d'Atlanta qui seront à suivre évidemment. On sait que les autres équipes, il y aura peut-être des petits coups de fil qui vont être faits. De quelle autre équipe tu veux parler en gagnant, perdant un petit peu de ce qu'on a pu voir de cette loterie pick 2024? Bah, l'autre gagnant, c'est Houston pour moi, de cette Mhm. loterie, parce que bon, Washington, on s'y attendait. Enfin voilà, ils sont numéro 2, c'est bien. On espère qu'ils font réaliser un beau petit duo de Français à Washington. Pourquoi Ça pas, pourrait pourquoi peut-être pas. relancer un peu l'intérêt de la ligue, de cette franchise. Mais Houston est déjà un bel effectif et ils finissent au top 3, donc c'est pas un choix à négliger. Alors à voir, pareil, à voir ce qu'ils vont en faire. Il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient essayer de le transférer pour essayer d'avoir un joueur tout de suite compétitif pour avoir une équipe compétitive dès l'année prochaine. On se rappelle que Houston, malgré le nouvel arrivé au niveau du coach et du staff et des jeunes qui étaient un peu la risée de tout le monde l'année d'avant, ont Mhm. quand même fait une belle saison et étaient à la porte du playing. Ils ont fait trembler les Warriors jusque dans les derniers matchs de la saison régulière. Donc Houston a un coup à jouer dès l'année prochaine. Donc c'est pareil, peut-être pas obligé d'aller récupérer un jeune, mais plutôt donner un jeune un tour de draft à une équipe qui veut reconstruire sur le long terme et pour aller apporter tout de suite des joueurs compétitifs et avec un peu plus d'expérience, quoi. Ouais, non, non, complètement. Ça, quand tu prends la liste la dernières années, 2021, ils ont le choix numéro 2 de Jalen Green, le choix numéro 16, ils récupèrent Şengün, donc là, c'est vraiment un très bon choix en pick 16. En 2022, Jabari Smith en pick 3, Tari Eason en pick 17. Et l'année dernière, quatrième choix avec Amen Thompson et Cam Whitmore au choix 20. Donc voilà, c'est des noms dont on a beaucoup parlé cette saison-là, qui ont montré des belles choses dans l'ensemble. Donc c'est vrai qu'aller peut-être encore rajouter un nouveau jeune, bon, je suis pas sûr que ce soit l'accumulation de jeunes qui fasse la réussite à court et moyen terme. Mais pourquoi pas, c'est clair que si tu arrives sur le marché avec un pick 3, tu vas intéresser des équipes, tu vois. Il y a pas mal d'équipes qui ont des ambitions de vouloir renouveler un peu l'effectif, donc ça peut être intéressant à suivre. Moi, je voulais juste faire un point. Bon, tu as parlé de Détroit, donc on va les laisser de côté. Pour les Spurs, tu Ouais, récupères le pick numéro 4, bon ça ok, et tu récupères le pick numéro 8 grâce à un trade de Jacob Poeltl du côté de Toronto, qui devait récupérer son choix s'il était placé entre 1 et 6. Il tombe 8e malheureusement pour eux et heureusement pour cette équipe du Texas, donc qui va avoir un joli coup à faire, 2 choix dans le top 10. Même si tu l'as dit, cette draft-là n'est pas nécessairement la plus hypante. Quand tu regardes un petit peu les mock drafts, tu sembles avoir un Alexar numéro 1, et après, ça bouge pas mal. Vous pouvez aller voir celle de Yahoo, d'ESPN, de The Athletic, par exemple, pour ne citer que, où ça bouge vraiment beaucoup. Tu peux avoir des mecs qui sont 2 ou 3e dans une mock draft, qui sont 7 ou 8e dans l'autre. Donc, il y a pourquoi pas un coup à faire. Et pour San Antonio, sur un coup de dé, tu peux peut-être aller récupérer un autre Français pour entourer Victor. bah, ils ont de quoi rajouter 2 bons jeunes joueurs Bah, complètement. autour de Victor. Donc eux qui ont un projet sur un peu plus long terme, tu vois, ils veulent pas Oui. gagner dès l'année prochaine. C'est parfait en fait pour eux. C'est vraiment, pour moi, c'est une draft parfaite. Bon alors oui, ils sont quand même bien placés avec le 4e choix, hein, tu vois. Ouais, C'est pas non c'est pas plus. mal. Et ils ont ce cadeau-là des Raptors qui, eux, par contre, ont tout perdu sur cette draft. Donc, non, les Spurs ont vraiment un bon coup à faire et ils ont de quoi. Alors, ils ont des finances, ils ont 2 tours de draft. Enfin voilà, ils ont de quoi reconstruire et j'ai hâte de voir l'été des Spurs pour voir quel effectif va être aligné à la rentrée prochaine. Ouais, totalement. Donc on sait que ça va commencer à avoir des tractations là qui vont démarrer autour de ces équipes-là, donc sûrement des rumeurs qui vont sortir un peu à droite à gauche. La draft cette année, c'est sur 2 jours, 26 et 27 juin, pour suivre un petit peu les destinations de nos futurs prospects. Bah voilà pour ce petit tour de l'actu autour de la draft et autour des playoffs, évidemment. Donc pour cette Bah, émission.
Ouais. On n'a pas fait les grands perdants quand Ah, même. tu veux faire les perdants, mais oui, bah, on a parlé de Bah, quand Détroit, donc même, pour moi, ouais, t'enlèves bah, faut en Détroit. reparler, quoi. Parce que pour Ah, moi, si tu veux, vas-y. Détroit, Toronto, c'est vraiment, c'est la loose totale. Enfin, c'est, ils espéraient tellement sur cette draft que malheureusement pour eux, bah, ouais, c'est juste moche, quoi. Ouais, ben oui, mais après, voilà, c'est comme tu l'as dit, le projet, le Détroit, ça fait 15 ans que c'est une catastrophe absolue et bon, bah, là, encore une fois, ils vont repart alors après, ils peuvent aller récupérer un choix 5 et que ça peut être un super joueur, mais bon, ça fait 3 ans qu'ils récupèrent un choix 5 et tu l'as dit, bilan catastrophique, pire bilan de l'histoire, pire bilan de défaites consécutives là, dans la saison qui vient de s'écouler. Voilà, moi j'ai envie de dire, bah, Détroit continue à creuser encore plus profond. Bon, bah, tant qu'il n'y a pas de changement radical dans le management et dans les prises de décision politiques, on continuera là-dedans et c'est malheureux parce que ça reste une franchise quand même qui est un nom important pour l'NBA. Mais bon, Bah, c'est c'est comme ça, ça. ouais, c'est vraiment, Il y a les c'est vraiment Warriors la aussi. culture de la loose, quoi. Enfin, Ouais. c'est pour se sortir d'une spirale comme ça. Tu imagines Kate Cunningham qui est arrivé dans la ligue. Ah bah Depuis qu'il est là. arrivé dans la ligue, il n'a pas gagné 40 matchs de sa carrière, quoi. Enfin, c'est la quatre. Enfin, c'est comment tu motiver un joueur à s'entraîner, à se surpasser, à essayer de donner le meilleur de lui-même. Pourquoi? Pour tout ça, en fait. Pour perdre et pas avoir de résultats à la draft derrière. Enfin, il n'y a pas plus négatif, en fait, quoi. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Tiens, je voulais juste, comme on était sur les perdants, j'ai vu ça hier, les Warriors aussi qui n'ont pas du tout de choix au premier tour, sauf trade d'ici là, etc. Mais en tout cas, sur le papier, là, ils ont que le 52e ou 53e choix, donc au second tour. C'est vrai que quand tu regardes la saison des Warriors qui vient de s'écouler avec des joueurs, avec des potentiels trades, on parle de Klay Thompson, on se pose des questions autour de Draymond Green. Il y a eu quand même pas mal de drama cette année dans cette équipe-là. Des joueurs vieillissants, là, il y a pas de draft à venir. Les finances sont quand même bien bloquées. Là, c'est compliqué aussi pour l'avenir est sombre du côté de San Francisco. Oui, oui, il y a plusieurs franchises comme ça. Les Clippers non plus ne sont pas au mieux. Mais tout ça, on en reparlera quand on refera le point C'est ça. Mais on sait, hein, de toute sur façon, la là, saison. Mais ouais, il y a des franchises où ils ont trop dépensé, ils ont trop dilapidé leur tour de draft. Même les Lakers, hein, on ne peut pas dire que ça soit ah non, l'extase. non, non. Tu vois, donc, Après, les Lakers, c'est différent. Les Lakers sont jamais vraiment construits autour de la draft. Tu vois, c'est un autre type de projet. Tu fais venir des stars, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas la même façon de ouais. travailler aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on sait, voilà, la NBA, c'est aussi un cycle avec des équipes qui ont performé, après qui sont dans des périodes beaucoup plus creuses, plus compliquées. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu de la NBA. Mais c'est vrai que, bon, voilà, Détroit, encore une fois, bah, bon courage hein, aux fans de la franchise du Michigan. On croise les doigts. Je ne sais même pas si croiser les doigts, c'est suffisant, là, mais on est de tout cœur avec vous, en tout cas. On espère qu'ils nous feront mentir. Ah oui, c'est ça, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'avoir un bon joueur, un bon prospect, pourquoi pas une dynamique différente. Bon, en tout cas, on en parlera le moment venu. Voilà pour ce petit tour de l'actu, là, Cédric. Bah, la suite, du coup, c'est les playoffs qui se poursuivent toute la semaine, là. C'est ça, on en profite, il en reste encore. Mais oui, On va arriver dans bon, des matchs décisifs. c'est ça. Là, On a chaque des défaite va faire mal. Donc, Donc on aura peut-être même des séries qui vont se terminer là, d'ici la fin de la semaine, donc ce sera à suivre évidemment. Vous avez un prochain podcast donc vendredi pour parler de l'actu NBA. Mercredi aussi, tiens, le rendez-vous, là on en a fait un premier épisode le mercredi dernier autour de la WNBA. Si vous voulez suivre un petit peu la ligue féminine de basket, ça démarre dans la nuit de mardi à mercredi. Il y a déjà un premier épisode qui est dispo et vous retrouverez un second épisode donc mercredi juste après les premiers matchs de la saison régulière. Voilà. C'est vrai que la WNBA, ça va être intéressant à suivre cette année avec une ligue extrêmement dense et autour de plein de joueuses avec du potentiel, autour de Caitlin Clark en particulier, qu'on attend très haut. Voilà pour les petites auto-promos maison. Cédric, je te remercie pour l'émission passée ensemble. bah, merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
C'est ça. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Mercredi, vous avez le podcast WNBA. Vendredi, vous avez le N1 chapitre 2 avec Yannick et Axel, évidemment. Donc, un joli programme encore en perspective et tous les articles sur le site et l'application The Free Agent. Très bonne journée à vous et à la semaine prochaine.